Bonjour à tout le monde. Je suis Jérôme Roth, je suis le président de l'OIA. Je suis très reconnaissant à tout le monde pour être là parmi nous, avec nous ce matin. C'est le matin pour moi parce que je suis à San Francisco où il est 7 heures du matin et j'ai mon café à côté. Je suis très reconnaissant aussi pour mes amis ici qui sont nos intervenants ce matin. Juste quelques mots, comme vous savez, je suis très fier du fait que l'UIA est resté très active pendant cette période étrange, insolite, difficile pour nous tous. Nous proposons des webinaires, des podcasts, des vidéos, des réunions en ligne. Nous avons beaucoup de films, etc. sur nos sites, sur nos social websites, LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Et en fait, nous avons reçu un grand appui de nos membres aussi. Donc, je vous en remercie. Et avec ça, on va commencer avec notre séminaire, notre webinaire sur l'impact de COVID et ce qu'on appelle la nouvelle normalité. Je ne sais pas si on peut dire que c'est normal, mais quand même, en tout cas, c'est nouveau. Et avec ça, je vais passer la parole à ma collègue Oriola de Palacio, qui a fait je crois que vous avez fait le séminaire en français, en anglais et en espagnol. Aujourd'hui, c'est le français, mais comme vous savez, nous avons fait ce séminaire dans les 3 langues de l'UIA. Donc, ça, c'est une autre chose dont je suis fier. Merci à tout le monde. Et avec ça, bonne chance, je vais éteindre mon écran et je vais laisser la parole à Oriola. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci, cher président. Merci, Jerry. Je voudrais commencer par les remerciements, très particulièrement, évidemment, à notre président pour avoir joint ce séminaire. Et aussi, il faut le dire, mes remerciements très particuliers à Colette qui a fait possible d'organiser cette rencontre. Mais évidemment, nous ne réussirions pas à avoir un séminaire si ce n'est grâce aux conférenciers. Alors, je m'excuse de faire les présentations à fond, puisque sinon on va prendre trop de temps et nous avons seulement 1 heure pour le webinaire, mais vous pouvez retrouver leur profil dans la convocation du séminaire et vous verrez que nous avons 2 visions de l'Europe différentes, l'une de la Belgique, l'autre de l'Italie, une vision du Maghreb et une vision de l'Amérique latine. Alors, je crois que pour traiter cette affaire de comment le Covid et ce qu'on a appelé la nouvelle normalité peuvent influencer le développement de l'activité de l'avocat, nous sommes très bien placés. Seulement quelques questions qui sont plutôt d'organisation. Nous allons faire des sondages au long du séminaire. Je vous prie de bien vouloir répondre aux questions parce que comme ça, nous aurons l'opinion de tous ceux qui participent dans ce séminaire. Mais évidemment, nous sommes aussi ouverts à recevoir des questions du public. Comme le temps est court, nous ne donnerons pas la parole aux assistants. C'est donc seulement à travers le chat que vous pouvez passer vos questions. Et après ça, je voudrais déjà commencer par demander à nos conférenciers de nous dire comment les avocats de leur pays vivent le Covid et dans la mesure du possible, de nous parler de leur région. Je voudrais commencer par Georges-Albert Dalle. Georges-Albert, tu as la parole. Merci Oriola et bonsoir à tous. Tout à fait ravi de vous rencontrer à travers tous les continents.
on donne paradoxalement la parole à un tout petit pays, comme on dit, par son étendue. La Belgique, c'est l'équivalent de New York, hein, grosso modo, en termes de nombre d'habitants. Nous sommes 11 millions et nous avons subi de plein fouet, comme nos pays voisins, la pandémie, et nous sommes toujours un peu à la frontière. Comme vous le savez, la Belgique a une partie latine et une partie néerlandophone, germanophone, et nous sommes entre la France et les Pays-Bas, et un peu une frontière entre une tradition française et une tradition néerlandaise, avec une structure politique extrêmement compliquée. Mais l'épreuve que nous traversons a démontré que cette structure extrêmement compliquée, grâce au pragmatisme de toutes les institutions régionales, communautaires, je n'osais pas les détails, fonctionne assez bien et que nous avons fait face, je crois, assez convenablement avec toutes les critiques que l'on formulera un jour sur le délai de réponse, etc. Mais disons que le réseau hospitalier a bien résisté et que nous commençons maintenant une période de déconfinement très progressive, à mon avis assez sage, qui fait que les hôpitaux se vident et que la situation s'améliore, mais on est encore loin de la normale. Je ne suis absolument pas un spécialiste d'épidémiologie, donc je ne vais pas vous en parler plus longtemps. Disons simplement que nous sommes un pays qui n'a pas les problèmes ville-campagne que vous pouvez avoir en France, en Italie ou en Espagne. En Italie, Palerme est loin de Milan. En Belgique, nous vivons précisément dans un cluster unique qui a donné un taux qui malheureusement a été très élevé dans un secteur parce que la mortalité hospitalière correspond, mais là où nous avons eu des chiffres extrêmement épouvantables, c'est dans les maisons de repos. Et il faut savoir que statistiquement, dans notre pays, tout décès dans une maison de repos, qu'il soit coronavirus ou suspect, a été compté dans les statistiques. Et on estime donc, on a un peu gonflé les chiffres, si on peut dire, et quand on fait des comparaisons entre pays, d'ailleurs, il faut un peu comparer des choses et les statistiques n'ont pas toujours la même base. Enfin, ça, c'est la situation générale. Je ne vais pas vous parler du déconfinement, qui est un autre problème, mais de la profession d'avocat. Alors, comment les avocats ont-ils réagi? Ils ont réagi d'abord en fonction de l'organisation judiciaire, comme partout. Tous ceux qui sont des plaideurs, et là, il faut bien reconnaître que ça a été pratiquement panique à bord, fermeture des palais, remise de toutes les audiences, sauf des audiences urgentes, parce qu'effectivement, les référés ou les audiences pénales avec détenus ont été tenues. Mais tout le reste a subi des remises et donc des retards considérables qui vont devoir être rattrapés. Tout ça a eu bien entendu un effet sur la profession. Qu'ont fait la plupart des avocats? Bon, nous étions autorisés. Malgré le confinement, les cabinets d'avocats pouvaient théoriquement rester ouverts, mais avec des injonctions et des invitations pressantes de se livrer au télétravail. Et c'est ce que la plupart ont fait. Dans l'exemple de mon cabinet, pour prendre celui-là, si vous téléphoniez, vous tombiez sur la téléphoniste qui vous passait à une secrétaire ou un associé, mais la téléphoniste était chez elle, la secrétaire ou l'associé dans leur domicile, et grâce à Dieu, comme dans tous les pays, beaucoup de ces choses-là ont pu continuer. Alors, y a-t-il eu une diminution? Alors, il y a un deuxième aspect, et puis j'arrive à la profession, c'est qu'on a multiplié des législations, il y a eu des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux qui ont été pris, mais la Belgique n'aime pas les pouvoirs spéciaux, ça n'est pas un régime démocratique normal, et donc il est certain que ces pouvoirs spéciaux qui ont été prévus pour 3 mois, ils peuvent être prolongés encore de 3, mais l'actuelle première ministre elle-même déclare qu'elle ne le demandera plus et qu'il n'en sera plus question, et donc lorsqu'on arrivera en juin, juillet, on va rentrer dans un régime de nouveau normal. Qu'ont fait tous ces pouvoirs, c'est suspendre des délais, enfin, comme je crois dans la plupart des pays. Donc, et je termine par là, au niveau du barreau, quelle est la situation? Eh bien, il n'y a malheureusement pas encore de questionnaire général. Il y en a un premier qui est arrivé. Donc, le barreau belge, 10 000 avocats néerlandophones, 8 000 avocats francophones. Je simplifie, la moitié à Bruxelles, les autres en Wallonie.
Le questionnaire que j'ai ici concerne avocat.be, donc les barreaux francophones et germanophones, et un tiers des avocats ont répondu à ce premier questionnaire, 2700 confrères ou un peu moins. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais quelques chiffres et je m'arrête là. 70% des avocats ont déclaré que leur activité avait été réduite, plus ou moins sensiblement. Est-ce que j'entends le même bruit que vous? Donc, oui. J'entends un bruit. Oui, enfin voilà. Donc, 70% ont réduit leurs activités, 20% ont une activité tout à fait normale et 10% n'ont plus de travail, déclarent n'avoir plus de travail. Ce sont des chiffres tout à fait inquiétants, puisque finalement, seuls 20%, on peut pressentir d'ailleurs, mais là, ça mériterait d'être approfondi, que c'est dans les grosses structures que la situation est la moins difficile, mais les structures moyennes et l'avocat isolé, le sole practitioner, il souffre, et notamment dans les 70% qui ont dit réduction d'activité, on en voit l'équivalent de 30% qui réfléchit au futur et dont une moitié songe à quitter le barreau. Je reprends ceci parce que ce sont des chiffres inquiétants, moins inquiétants que la situation française. Vous aurez vu sans doute que la CNB a fait une enquête avec des résultats beaucoup plus inquiétants et j'imagine que vous allez nous dire ce qui se passe dans vos pays. Voilà, en quelques mots et bien incomplètement, un résumé de la situation. Merci, Georges Albert. Partons maintenant en Italie. Mario, raconte-nous. Oui, bonsoir à tout le monde. Vous savez que l'Italie a été beaucoup frappée par le Covid. Et nous avons de données statistiques qui sont terribles. Nous avons eu à peu près 30 000 morts, mais 220 000 infectés, contaminés. Donc, au particulier au nord de l'Italie où j'habite, Turin, au Piémont, la situation a été vraiment terrible. Je dois dire aussi que dans les personnes qui sont mortes, il y a quelques drapeaux de l'avocature, des avocats italiens. Je voudrais souvenir le nom de Schlesinger, que c'est un grand professeur de Milan qui malheureusement est décédé à cause de cette maladie. Je voudrais toucher 2 minutes seulement pour dire quelles ont été les mesures prises en Italie à face des Covid-19. Alors, on doit dire qu'à partir du mois de mars, il n'y a eu plus d'activité dans les tribunaux. Et jusqu'à hier, en effet, jusqu'à lundi. Et maintenant, on a commencé à faire quelque chose, mais en effet, sauf des cas exceptionnels, tout est bloqué jusqu'à la fin du mois de juin. Nous aurons à partir de maintenant des audiences à distance ou écrites. Et donc, ça a signé une grande différence, une grande distance aussi entre l'activité pénale et l'activité civile. C'est-à-dire que le pénaliste qui, évidemment, ont besoin de l'aspect de la tratation orale se sont trouvés bloqués bien plus que non les civilistes. Et je dois dire qu'en général, je suivais ce que vient de dire Georges Albert Dahl, aussi en Italie, les avocats sont devenus pauvres, encore plus pauvres qu'avant. Je vous donne simplement un donné. Vous savez qu'en Italie, il y a un numéro immense des avocats. Nous sommes 250 000. Et vous savez que l'État a établi une petite aide pour ces mois, c'est-à-dire ce sont 600 euros. Eh bien, il faut dire que la moitié des avocats italiens, c'est-à-dire
130 000 avocats ont demandé de bénéficier de cette contribution. Ça peut vous donner un peu la situation d'approvisionnement que les avocats italiens sont en train de subir. Si je peux encore voler 2 minutes au débat, je voudrais toucher quels sont les thèmes du débat entre les avocats au temps de Covid-19. Alors, soit le Conseil national, soit le Conseil de l'ordre se sont posé la question s'il faut participer aux règles prises par le gouvernement en matière d'administration de la justice ou plutôt rester dehors. Et encore, le Conseil de l'ordre se sont posé la question si signer de protocoles avec le président de différents tribunaux pour ce qui concerne l'organisation des audiences. Et vraiment, les avocats se sont un peu divisés. Il y avait quelqu'un qui disait qu'on ne peut pas accepter en tout cas n'importe quelle violation inévitable des droits de la défense en conséquence de la maladie. Et il y avait une autre partie des avocats qui disaient qu'au contraire, il faut toujours être présent pour permettre à la justice de se dérouler malgré tout et malgré tous dans l'intérêt des justiciables et de nos clients. Et je dois dire qu'effectivement, nous sommes un peu passés de l'état du droit au droit sans État, parce que chaque tribunal a un peu décidé son propre droit, ses règles de fonctionnement. Donc, ce que c'était un pays de droit est devenu un pays avec beaucoup de différentes règles de fonctionnement. Mais en même temps, il faut dire, et quelqu'un des avocats le disait, que l'administration de la justice n'appartient pas aux magistrats, n'appartient pas aux avocats, mais appartient aux citoyens. Et donc, aussi les avocats doivent accepter, si vous voulez, un peu de voir leur droit de défense moins fort qu'avant, à condition que ça puisse permettre à l'administration de la justice de continuer. La deuxième question, à mon avis très importante, que les avocats italiens se sont posés dans ces jours, et avec ça je termine, c'est de comment faire pour éviter que des règles qui gèrent avec compression du droit de défense et le travail de l'avocat, si ces règles sont acceptables dans une situation exceptionnelle, mais comment éviter que ces règles puissent devenir de temporaires définitives? C'est-à-dire comment être sûr que passé l'urgence, passé la difficulté, on peut retourner automatiquement dans un état de droit. Ce sont ça les deux questions principales que les avocats se sont posées dans ces jours. Merci Mario. Merci Mario. Et maintenant, je me permets d'aller vers le Maghreb. Faisal, nous avons depuis l'Europe l'idée qu'en Afrique, ça a moins frappé le Covid, mais c'est peut-être seulement que nous n'avons pas des nouvelles suffisamment fiables, quoi. C'est votre tour. C'est exactement ça, Urkula. Tout d'abord, je voudrais déjà te remercier pour tous les efforts et le travail que tu fais, et aussi Colette qu'on ne voit pas sur l'écran, mais qui est là, qui veille sur nous et qui fait un travail extraordinaire. Alors, effectivement, Urkula, comme tu le dis, donc le Covid a touché pratiquement le monde entier. C'est vrai que donc l'impact diffère de pays à un autre par rapport aux chiffres, mais l'impact sur la profession d'avocat reste le même.
Je commencerai d'abord donc par résumer un petit peu la situation. Donc en Algérie, on a eu un premier cas donc le 25 février et à partir de là, les choses se sont évoluées rapidement. Et arrivé donc au mois de mars, on va être en mars, donc on est en confinement partiel et on va toutes les activités à l'arrêt, notamment l'activité judiciaire. Alors il y a une note qui a été une instruction donc faisant que toutes les femmes enceintes, toutes les femmes qui ont des enfants, toutes les personnes âgées et qui ont une maladie, donc ils ont été à l'arrêt de travail forcé. À partir de là, donc les tribunaux et les cours, donc ils étaient fermés et c'était le chaos total. Donc des tribunaux vides, des cours vides, absolument pas de travail. Même si les chiffres ne sont pas comme l'Italie ou ailleurs en Europe en matière de contamination, mais l'impact, il était très fort. Alors, pour parler donc de la justice ou des juridictions en Algérie, alors donc il restait uniquement les sections de référé et les affaires d'urgence. Et là, même les avocats qui avaient encore du travail, ils avaient un grand obstacle en matière de notification parce qu'il y avait pratiquement pas d'huissiers qui travaillent et qui prenaient le risque donc de partir chez les gens pour notifier, sachant qu'on n'a pas de notification électronique et on n'a pas une justice électronique. Aussi donc en matière pénale, les dossiers donc de détenus, ils ont resté en cours. On avait donc les visioconférences, donc c'est les audiences à distance, mais même pour ceux qui restaient donc en activité, ils avaient beaucoup de soucis parce que la technologie donc faisait défaut. On n'avait pas le matériel pour que toutes les audiences au niveau de tous les tribunaux donc soient assurées. Autre chose, donc les détenus avaient le droit de refuser donc d'être jugés donc à distance et ça permettait pas de faire passer ces dossiers-là. Et en dernier lieu, pardonnez-moi, donc on avait un autre problème, c'est qu'il était interdit aux prévenus non détenus d'accéder aux tribunaux. Donc on avait un détenu qui passe au procès tout seul, sans témoin, sans victime et sans autres prévenus. Et là, donc, on était dans l'obligation donc de remettre toutes ces audiences. Donc, en général, je dirais que la profession elle est à l'arrêt. La situation est alarmante. Je dirais que la majorité des avocats se plaignent. Si Georges Albert dit que la situation en Belgique où les affaires se voient réduites, en Algérie, c'est le chaos, c'est le néant. La grande majorité des avocats ne travaillent pas. Et je dirais que c'est la même chose pour la région du Maghreb. Je me suis permis de prendre donc mon téléphone et appeler nos amis et nos bâtonniers donc dans les pays du Maghreb. En Mauritanie, c'est le chaos total. Le bâtonnier me dit qu'il n'a même pas de moyens. Il n'y a absolument aucun travail. Ils n'ont pas de technologie et pas de visioconférence ou d'audience à distance. En Libye, c'est la même chose. Le bâtonnier donc essaye de prévoir quelques aides aux avocats, mais il n'arrive pas à le faire. En Algérie, les bâtonniers donc, et les barreaux, donc, ils ont accordé une petite aide financière aux avocats donc, en difficulté. Et pratiquement, comme le disait Mario, donc pratiquement tous les avocats sont en difficulté et ont demandé cette aide. Même chose au Maroc, en Tunisie. Par contre, en Tunisie, donc les choses commencent comment le dire, à aller mieux. Parce que les Tunisiens, donc, ils ont trouvé une petite solution. Et donc, il y a des audiences civiles, mais donc avec une présence réduite d'avocats et donc avec un compromis avec les magistrats. Au Maroc, la même chose. Ils voient donc pour une première fois l'apparition donc de la visioconférence, même si elle existait auparavant pour les audiences préliminaires. Et tout le monde se plaint de la situation. Et effectivement, donc, on voit la profession dans le chaos dans la région du Maghreb. Merci Faisal. Merci Faisal. Maintenant, Gabriel, c'est votre tour pour nous raconter ce qui se passe au Costa Rica et dans la région en Latino-Amérique, en Amérique latine.
Pardon, Gabriel. On va allumer le micro. Voilà. Ah, parfait. Bonjour, Kiola, merci beaucoup pour l'opportunité. Bonjour à mes confrères, mes collègues de l'Europe, de l'Afrique. Oui, le COVID-19, c'est quelque chose qui arrive très fort à l'Amérique latine. Il y a un important impact dans le travail des avocats et qui a fait des changements dans la manière où on travaille avec les clients, où on fait les références ou les relations avec les autorités publiques. Au Costa Rica, le 5 mars, le ministère de la Santé il a détecté le premier cas d'une personne costaricienne qui arrivait de Tunisie et de l'Italie. Et ils ont fait le confinement immédiatement. On a eu de la chance au Costa Rica car le ministre de Santé, il est épidémiologue et il a pris toutes les mesures dans 2 semaines. Et le 16 mars, le Costa Rica, il a réussi à faire un décret d'urgence. Il a diminué la liberté de transit. Il a mis des véhicules. Il y a des restrictions pour circuler en voiture. Il a fait tout le système, toute l'activité publique et privée est dirigée pour soutenir et contrôler la maladie du Covid. Donc, le résultat est clair. Et on a 802 cas au Costa Rica. Il y en a 520 récupérés et 284 personnes actives avec la maladie. Donc, on n'a presque pas de COVID à ce moment-là, mais on est dans son procès. Le jour de hier, le ministre de la Santé, il a dit qu'on va commencer à faire le déconfinement, mais le résultat, les conséquences pour le travail, pour l'économie, c'est vraiment affreux. Le premier résultat qui affecte le travail des avocats et les services que nous faisons, c'est le tourisme. Il y a beaucoup d'avocats qui sont liés à des entreprises, des hôtels, de location de voitures, etc. Et il y a des petites et moyennes entreprises très liées au tourisme. C'est presque le 13% des produits internes du Costa Rica. Donc, le chômage, il a augmenté dans 13%. Je crois qu'on est maintenant en 25-22% de chômage seulement dans l'activité de tourisme. Ça fait que la situation économique dans ce cas-là, c'est important. Et ça fait que les avocats qui nous étions liés, par exemple, on a un client dans la location de voitures, donc c'est nul, ça, c'est vraiment très difficile pour ce type de compagnie. Donc tous les jours, on parle de force majeure et d'actes de Dieu dans toutes les relations commerciales, dans tous les contrats, le thème financier avec la banque, si tu as des dettes. Donc, il faut renégocier tous les contrats. Donc, le thème, c'est important. Au niveau du travail des avocats, bon, le système judiciaire costaricien, le Costa Rica est une démocratie avec plus de 100 ans d'existence, 70 ans d'être en totale liberté. Donc, le système judiciaire, il fonctionne bien. Hier, ils sont mis en marche le protocole pour les audiences au niveau des webinaires ou des nouvelles technologies. Donc, on peut faire les audiences de procédures civiles ou de procédures de famille dans des audiences technologiques. Au niveau criminel, c'est pas, on doit aller au tribunal, au droit pénal, au droit criminel, mais il existe la possibilité d'utiliser les nouvelles technologies. Et je parlais avant de faire le webinaire avec vous, avec plusieurs collègues de petits et grands études d'avocats. Et par exemple, le bureau, c'est une question qu'on se fait tous. Il faut avoir un bureau. Si le bureau doit être aussi grand, ou il faut laisser le bureau. Maintenant, la location de bureau pour le cabinet d'avocats, il y a beaucoup d'avocats qui ont laissé leur bureau et ils sont presque travaillés au digital. Donc, plusieurs cabinets moyens et grands et petits sont en train de travailler à la maison pour réduire
le frais de coût du bureau. Ça, c'est un premier impact que je crois. Oui? Non, je disais que nous allons revenir sur ça plus tard parce que après avoir vu un peu quelle est la situation et comment est-ce que le Covid a frappé dans les différentes régions, je voudrais qu'on passe à voir des différents aspects de la relation entre l'avocat et les tribunaux pour voir si vous croyez que dans l'avenir, elle va changer un peu et nous allons voir quelques aspects. Voir aussi la relation entre l'avocat et son client, l'avocat et le bureau, et un peu dans la ligne dans laquelle tu avançais, de dire si les bureaux seront plus petits et seront ils exigeront moins de présence physique, et aussi pour voir s'il y aura de nouveaux niches de travail. Mais si vous me le permettez, on va lancer déjà le premier sondage qui est relié à la première des questions. Et c'est pour demander au public, pensez-vous que la possibilité de tenir des audiences virtuelles devrait être intégrée dans le traitement des procédures judiciaires et d'arbitrage? Alors, je demanderai à Colette, si possible, d'accrocher le sondage. J'imagine qu'elle travaille sur la possibilité d'accrocher le sondage. Voilà, le sondage est accroché. Alors, Mario, si tu veux, tu peux commencer à nous donner ton opinion et à nous dire comment crois-tu que la relation des avocats avec les tribunaux va se voir affectée par cette nouvelle réalité. Mario? Mario? Bon, d'après ce que je vois, Mario a éteint son microphone. Alors, si vous me le permettez, Faisal. Oui. Alors qu'en pensez-vous de la relation des avocats avec les tribunaux? Est-ce que... Je m'excuse, j'avais le microphone bloqué. Est-ce que je peux continuer ou c'est... Oui, bon, allez-y. Allez-y. Non, je disais qu'effectivement, il faut faire une très grande différence entre le civil et le pénal. Malheureusement, je suis seulement un civiliste, ou heureusement, je ne sais pas. Et mes confrères pénalistes me disent que ce n'est pas acceptable aucune forme qui évite un rapport direct entre le justiciable, son avocat, les juges, les témoins, etc. Vis-à-vis que je pense que au niveau de droit civil, quelque chose qui maintenant nous avons appris à gérer peut être conservé. Mais pour ça, je pense qu'il faut le décider dans une situation qui est revenu normal. C'est-à-dire, il ne faut pas, comme je disais, accepter des règles qui sont liées à une situation exceptionnelle et le prendre et continuer à les appliquer comme sans rien dire. Il faut réfléchir effectivement en général sur ce que le Covid nous a même dit, nous a expliqué, nous a permis de travailler. Je pensais simplement qu'il y a quelques jours que s'il n'y avait pas le procès informatique en Italie, le blocage était tout à fait encore plus grave. S'il n'y avait pas de moyens technologiques, le rapport avec le client était impossible, etc. Donc, je pense qu'il faut garder quelques expériences actuelles.
D'accord, merci Mario. Faisal, tu es dans l'usage de la parole. Merci Urkula. Donc, pour venir à la question, je dirais qu'il s'agit d'une évidence. Aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui nous a prouvé qu'aujourd'hui, donc, on doit se mettre à la technologie et on doit permettre ce genre de conférence. Mais il ne faut pas que ça soit la règle, mais une exception, vraiment une exception. Alors, si je parlerai de l'Algérie, donc en Algérie, on a un texte de loi, en effet, donc rendu en 2015. Donc, c'est la loi 1503. Donc, c'est une qui est relative à la modernisation de la modernisation de la justice. Cette loi permet en effet au juge d'instruction déjà donc d'auditionner les prévenus via visioconférence. Donc, c'est déjà permis. Et aussi donc au juge de siège donc pour permettre de tenir des audiences via visioconférence, mais donc c'est vraiment restreint. C'est dans le cas où le prévenu est vraiment loin et ça va faire lourd de le transférer de là où il est. Parfois, donc, c'est pour le bon déroulement de l'administration donc qu'on a recours à cette technologie. Je dirais bien que donc on en a besoin, mais la réalité est autre. C'est que donc avoir recours à ces moyens, à cette technologie, donc se voir confronté à des difficultés monstres. Je citerai quelques-unes. Donc, pour avoir recours à ça, donc il faudra avoir donc une justice numérique, donc la numérisation de la justice, donc qui doit avoir des moyens de technologie de pointe. Il faut avoir des magistrats donc bien formés et spécialisés dans la matière, des greffiers qualifiés aussi, des avocats dans la même chose, dans le même contexte, des cabinets numérisés, avoir un bon débit, un haut débit, un réseau donc important et surtout avoir des textes. Je pense que pour nous, donc en Algérie, ça fait un bon moment qu'on est dans ce chemin, mais le chemin il est encore très lent, mais ça reste une des solutions d'avenir. Merci Faisal. Merci Faisal. Gabriel, je sais que tu es un connaisseur du numérique. Alors, quelle est ton opinion? Oui, absolument, oui. Hier, je ne vais pas compter en avant que la Cour de justice du Costa Rica, il a fait le protocole pour aider tous les tribunaux du pays pour faire leurs audiences de manière technologique et orale avec tous les systèmes de nouvelles technologies. Le protocole, c'est un protocole qui s'est fondé dans l'article 41 de la Constitution politique, qui dit que toutes les personnes doivent avoir accès à la justice. Et dans une pandémie, avec l'impact qu'il y a sur le travail des avocats, sur les personnes, c'est vraiment quelque chose d'urgent et quelque chose qu'il faut faire. Donc, les nouvelles technologies nous attrapent maintenant à cause de la pandémie et c'est une obligation de l'État, une obligation de nous comme des avocats que les nouvelles technologies aident à avoir un accès à la justice. Donc, pour moi, c'est absolument le Costa Rica, il est sur cette démarche. Donc, c'est comme ça qu'il faut aider les personnes. Georges Albert, en Belgique, vous êtes parti déjà sur ce chemin? Oui. Très partiellement, mais déjà bien avant, il y avait dans des affaires civiles une cour d'appel à Anvers qui organisait pour les gens qui sont au Limbourg. Ça paraît des distances ridicules, mais quand vous voyez les embouteillages, parfois faire 180 km dans un pays d'embouteillage, c'est plus difficile que d'en faire 600 dans un pays où il y a de la place. Il y avait déjà des audiences civiles qui, de l'accord des parties, pouvaient être tenues par vidéo depuis quelques années. C'est resté localisé.
Et maintenant, il a été prévu, il y a de nombreux auteurs qui ont pris la plume, estimant que dans le cadre du code judiciaire actuel, il était tout à fait possible de tenir des audiences. Il y a certains tribunaux civils et en référé et certains juges qui ont organisé des vidéoconférences avec les moyens du bord. Bon, alors nous sommes dans une situation exceptionnelle. Mario a raison de dire qu'il ne faut pas la prendre comme critère. Et nous sommes en Belgique, mais ça c'est sans intérêt à l'extérieur, dans un pays qui a été sous-équipé dramatiquement par un ministère de la Justice qui n'est jamais parvenu à faire avancer les choses. Et finalement, ce qui fonctionne pour les dépôts informatiques ou quoi, c'est le barreau qui l'a organisé. Et donc, il y a déjà toute une structure. Je crois que quand nous reviendrons à une situation normale, il ne faut pas que, vous savez, nous sommes soyons parfois un peu autocritiques par rapport à nous-mêmes dans le milieu judiciaire. On est en général extrêmement conservateur et quand on nous change une habitude, on dit qu'on touche à nos droits, n'est-ce pas? Et il faut voir si c'est vrai. Dans des affaires civiles, enfin, je prends l'arbitrage international ou national. Ben, tous les jours, on fait des auditions de témoins par vidéo parce que pourquoi voulez-vous faire venir du fin fond de je ne sais quel continent à Genève, place d'arbitrage, quelqu'un qui pourrait répondre par une vidéo? Il y a une question de proportionnalité et de relation. Alors, il est fondamental à un moment donné dans un arbitrage que l'on voit les parties, mais est-ce qu'on ne peut pas régler l'acte de mission déjà soit par écrit, soit par une conférence téléphonique? Ça se fait tous les jours, donc ça existe et l'évolution s'est faite. Donc je crois que dans les cours et tribunaux, pour les affaires civiles, il y aura nécessairement une adaptation qui devra se faire. Pour moi, ce qui est le plus préoccupant, c'est d'imposer la procédure écrite. Vous avez des pays qui l'imposent. En Belgique, elle est possible de l'accord des parties, mais pour la période de coronavirus, on a prévu l'inverse. On a prévu la procédure écrite, sauf si quelqu'un s'y oppose. Parce que je crois, d'après mon expérience, qui est hélas déjà assez grande dans des affaires devant les juridictions ou devant des arbitres, que l'exposé oral est fondamental. Quand vous êtes juge ou quand vous êtes arbitre, vous pouvez avoir lu un dossier de la première ligne à la dernière, mais quand vous avez entendu les gens plaider, vous changez d'avis. Vous pouvez changer d'avis. L'exposé oral est important. Mais maintenant, il y a une question de proportionnalité. Si jamais les gens sont aux quatre coins du monde ou s'il y a une circonstance qui empêche qu'on se retrouve ou si ça convient à tout le monde au point de vue des agendas, pourquoi ne pas organiser? Est-ce que nous avons l'impression dans la vidéo que nous faisons que nous ne sommes pas libres d'échanger nos arguments? Ce serait beaucoup plus agréable de nous retrouver autour d'une table. Mais en attendant, nous avons quand même une discussion entre le Costa Rica, le nord de l'Italie, l'Algérie, l'Espagne et la Belgique. Donc je pense vraiment que nous allons que nous devrons évoluer et que nous évoluerons par la force des choses. Et il faut bien examiner, même au pénal, je ne suis pas pénaliste non plus, mais ce qui est fondamental dans la comparution personnelle et le lien avec un juge, de l'accessoire qui sont un peu nos préférences, nos facilités ou nos habitudes qui devront changer. Bon, je suis totalement d'accord, mais je suis totalement d'accord, je disais, mais je ne suis pas ici pour donner mon opinion parce que sinon, on n'y tiendra jamais à voir un peu ce que nous avons proposé de voir. Je demanderai à Colette, si possible, de projeter les résultats du premier sondage seulement pour savoir ce qu'ils pensent. Voilà, il y a 40% qui considèrent que oui, les audiences virtuelles devraient être intégrées, 25% non, 10% uniquement pour les affaires judiciaires, 30% seulement pour les procédures arbitrales. C'est vrai, comme disait tout à l'heure Georges Albert, que dans les procédures arbitrales internationales, c'est déjà très commun. Et maintenant, nous allons proposer un deuxième sondage et c'est pour savoir qu'en pensez-vous, que pensez-vous si que la relation avocat-client va changer en raison de la technification, oui ou non? Et je demanderai déjà à Faisal de prendre la parole pour donner son opinion.
Merci encore, Hercula. Donc, si je parle de l'Algérie, de la nature de la profession en Algérie, je précise donc en Algérie ou dans les pays du Maghreb, où la technologie n'est pas vraiment présente, ou du moins donc elle est présente avec un degré un peu minime. Effectivement, donc durant la période de pandémie, notre relation avec les clients a complètement changé. On les voit plus, on les croise plus. Donc on les voit sur vidéoconférence, un échange par email ou d'autres moyens donc de communication hors le contact direct. C'est vrai que ça fait un peu bizarre pour beaucoup de clients. Donc pour eux, donc l'assurance, c'est de voir son avocat, de rester avec lui dans la même table et d'échanger avec lui et avoir cette assurance de son discours direct. Personnellement, donc, je dirais que je vois pas donc un grand changement, sauf que pour les relations avec les entreprises et sociétés, effectivement, donc en matière de société d'entreprise, donc on n'a pas besoin de se voir, on a les moyens de paiement électronique. Par contre, je disais tout à l'heure, donc la nature de la technologie et des relations dans le pays, donc du moment qu'on n'a pas ces moyens et ces de paiement électroniques donc ne sont pas ouvertes à tout le monde, donc le client et l'avocat sont condamnés à se voir et à avoir un lien encore plus direct. Merci, merci Faisal. Gabriel, quelle est ton opinion? Bon, oui, il y a 2 mois que le décret d'urgence a commencé au Costa Rica et c'est toutes les relations avec mes clients, c'est avec le système de Zoom, le Teams et des réunions avec plusieurs employeurs ou travailleurs dans une relation technique avec les nouvelles technologies. Donc, c'est sûr qu'il y a une utilisation plus forte et je crois que la pandémie, ce qu'il va faire, et on a compris que les nouvelles technologies aident à être plus rapide. Par exemple, la congestion de voitures au Costa Rica avant la pandémie était terrible. Aller dans une réunion chez un client, dans un trajet de 15-10 km, on demeurait 2 heures, 1 heure pour arriver, 1 heure pour retourner. Et maintenant, on a vu que la relation client-avocat est plus facile, plus rapide et on utilise les nouvelles technologies. Je crois que absolument oui, ça va changer. La pandémie a démontré que la relation au niveau des clients-avocats, ça sera plus lié aux nouvelles technologies. Et quelquefois, on aura la présence directe, comme dit Faisal, ou comme dit Georges ou Mario. Mais c'est une réalité qui s'est accélérée pour moi avec la pandémie. Évidemment, les relations humaines ne peuvent être substituées par rien, mais quand même, il faudra prendre les choses comme elles viennent. Alors, Georges Albert, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que la relation va-t-elle changer? Oui et non. Oui et non. Je pense pas que fondamentalement elle va changer. Alors tout dépend de qui est le client. Hein. Si c'est une société commerciale multinationale, si c'est une institution publique ou si c'est le voisin du coin qui a des problèmes familiaux. Mais dans tous les cas, il me semble que la relation est fondamentale, en tout cas à un moment, qui est l'ouverture du dossier. Quelque part à l'ouverture du dossier. D'ailleurs, dans toutes les législations anti-money laundering, on dit justement de nous méfier lorsqu'on n'a pas de contact direct ou que quelqu'un vient à la place d'eux, etc. Je crois qu'il est très important qu'à un stade, tout de même, on puisse avoir un entretien. L'idéal, et pour certaines matières, c'est le face-à-face dans la salle. Enfin, vous savez, la vidéo, le simple FaceTime, à partir du moment où vous connaissez quelqu'un et où vous l'avez identifié, je vois vraiment pas l'obstacle. Et au contraire, on peut multiplier.
Alors, l'exemple qui vient d'être pris par notre ami, j'apprends que le Costa Rica connaît des embouteillages encore plus grands que la Belgique, donc ça, c'est presque pas possible. Enfin, non, je veux dire, c'est unanimement répandu. Pour le moment, on y échappe, grâce à Dieu. Mais enfin, il est tellement, je songe à un client, bon, prenez Bruxelles-Liège, c'est 80 km. Vous allez me dire 80 km, c'est ridicule. On est pratiquement sorti de Belgique hein, quand on arrive en Allemagne avec la chapelle. Mais à certaines heures de la journée, ça prend un temps fou. Donc, je crois vraiment que le contact avec le client, la relation, je ne pense pas qu'elle va changer. Et une fois que vous avez vu cette personne 2 ou 3 fois, qu'est-ce qui vous interdit de le voir en vidéo après et au contraire de le voir plus calmement? Donc, je pense que si c'est bien géré, si c'est bien fait, à un moment donné, la vidéo ne peut plus suffire. Hein. Tout ça est question de circonstances, mais je trouve que ces technologies sont des chances et ce sont donc des possibilités d'améliorer les contacts si on utilise ça bien et intelligemment. Oui, ça fait toujours de nouvelles voies de communication, comme quoi c'est bien. Mario, qu'est-ce qu'en penses-tu? Oh ben, je partage les mots de Georges Albert totalement. Je pense qu'il y a vraiment un moment que c'est le premier contact avec un client, que ce soit une personne, qu'il soit une société, est très important de voir son avocat dans les yeux et l'avocat de voir son client dans les yeux. Passer ces premiers moments, évidemment, il y a la possibilité de se contacter, de faire des réunions à travers des systèmes de vidéo et tout ça est normal. Mais le premier moment, à mon avis, est toujours encore maintenant essentiel. Et notre profession, c'est une profession, qu'on puisse dire, dans laquelle le rapport personnel doit toujours être important. Et on peut le garder à travers une vidéo, mais il faut l'établir. Donc, à partir du premier moment, effectivement, on peut adopter d'autres formes de technologie. Et pour ce qui concerne, évidemment, en général, le rapport avec les clients, ça change du client. Je pensais, tandis que vous parliez, que il y a 9 semaines que je travaille à la maison. Je suis maintenant à ma maison et je travaillais, je peux dire, je continuais à travailler comme j'étais au cabinet. Évidemment, j'avais une clientèle qui était en condition de se mettre en contact, de partager les nouveaux systèmes technologiques, etc. Mais dans la matière de droit de famille, dans la matière de droit d'héritage, etc., probablement ça va être plus difficile. Mais je crois que même la maladie nous a dit quelque chose de très important. Quelquefois, on peut vraiment éviter d'aller ici, d'aller autour du monde comme des fous, et c'est plus facile de nous contacter et même on a la possibilité de ne perdre pas l'aspect personnel de notre profession. Si je peux, puisque j'ai la parole, dire seulement un mot à propos de la demande précédente, et je crois que ces jours nous ont montré l'importance aussi de l'accord de parties. Alors, par exemple, quand Georges Albert parlait des arbitrages, je pense que l'arbitrage est vraiment le lieu où la volonté, l'accord de parties est tellement important. Et s'ils partagent l'idée de faire une audience en vidéo, bien, ça c'est fantastique. Et puis, c'est un peu à eux de décider, à elles de décider quand est nécessaire la présence personnelle et quand on peut vraiment renoncer à cette présence. Merci Mario, merci. En fait, les assistants, ils ont voté dans le dernier sondage à 51% et 82% de ceux qui ont émis un vote
pense que effectivement la relation de l'avocat avec le client va se modifier, va évoluer, quoi. Maintenant, je voudrais aller dans quelque chose que Gabriel a déjà touché un peu, c'est le travail au bureau et les bureaux. Et pour ça faire, je voudrais lancer le 3e sondage et demander au public, pensez-vous que le télétravail sera plus privilégié dans les cabinets d'avocats? Et alors, Gabriel, c'est ton tour de parole pour nous dire quelle est ton opinion. Oui, il y a maintenant à cause de la pandémie, il y a une situation générale dans les cabinets d'avocats sur l'espace qu'on utilise pour travailler. Donc, le petit et moyen avocat qui sont très touchés, comme il disait Mario en Italie, ils sont aussi touchés au Costa Rica, mais en contradiction avec Georges qui disait que les grands cabinets, ils ont plus de capacités, je crois qu'ils sont aussi très touchés au Costa Rica. Donc, la journée de travail pendant la pandémie, pour les avocats et pour tout le monde, il y a eu pour le patron la faculté de diminuer la journée de travail jusqu'à 50%. Et il y a beaucoup d'avocats qui ont réduit leur salaire et leur journée de travail pendant la pandémie. Ça, c'est vraiment difficile pour tous les avocats. Et donc, je crois que maintenant, les avocats disent, bon, mes partenaires et partenaires d'autres cabinets, avec je fais un sondage, ils disent, regardez, à quoi ça sert que j'ai un bureau de 300 mètres ou de 150 mètres ou de 100 mètres si je n'utilise pas le bureau. Donc, je crois que le télétravail, je ne sais pas si ça va être un télétravail ou tu vas travailler à la maison. Donc, je laisse là la question. Merci. Alors, Georges Albert, qu'en penses-tu? Alors, d'abord, une petite rectification. Je me suis peut-être exprimé un peu vite et l'observation de mon ami prédécesseur, je crois avoir attribué aux cabinets plus structurés les 20% qui ont encore de l'activité, mais je ne veux pas dire que ces cabinets n'ont pas de problème, hein, parce qu'ils ont des frais et des structures. Et qu'on sait qu'il y a une série de problèmes de réduction de personnel et parfois de rémunération également. Maintenant, est-ce que le télétravail sera plus privilégié? Je crois qu'il suffit de dire oui. C'est évident que cette expérience, nous allons en retirer des leçons. J'avais au téléphone, pas plus tard que la semaine passée, une secrétaire qui m'expliquait qu'elle était absolument débordée de travail chez elle, sauf que avec l'aller du matin de là où elle habite et au retour, elle gagnait 2h30 par jour. Bon, alors il est certain qu'on aura toujours besoin d'avoir des gens sur place, mais tout ça va supposer une grande réflexion, une grande réorganisation. Et dans un sens positif, c'est déjà devenu de plusieurs éléments. Hein. Songez au coût du mètre carré qui a déjà obligé de bureaux qui, dans certaines villes où il est tout à fait prohibitif, a obligé déjà à diminuer les superficies ou à organiser, etc. Le télétravail va être une partie plus importante de l'organisation de notre travail. Je crois que c'est évident. Merci Georges Albert. En fait, je crois aussi que ça sera l'occasion pour compatibiliser la vie professionnelle et la vie familiale d'une meilleure façon. Maintenant qu'on a vu qu'on peut travailler de la maison. Alors, Mario, qu'est-ce qu'en penses-tu? Oui, je suis d'accord. Même si Turin est une petite ville, donc nous n'avons pas tellement de problème d'embouteillage et c'est plus facile de rejoindre le cabinet. Je dois dire personnellement, mais je suis un avocat déjà âgé, que j'adore le rapport du cabinet, c'est-à-dire voir autour de moi mes confrères, pouvoir échanger avec eux mon opinion, avoir le jeune qui commence
c'est vraiment une partie de ma vie très importante. Et donc, le travail à travers la vidéo, à travers le téléphone, à travers des conférences, c'est plus froide. C'est moins, comment puis-je dire, c'est moins la vie, le travail d'avocat que j'adore. Parce qu'une grande partie, c'est le travail d'équipe. C'est d'être entre des confrères et en prendre et donner des opinions à eux. Et donc, c'est vraiment cet échange qui fait la grandeur de notre profession. Et ça, normalement, arrive pratiquement seulement dans le cabinet. Donc, je crois que le travail va changer, mais j'espère de ne perdre pas cet aspect de travail d'équipe qui pour moi est essentiel. Merci. Merci, Mario. Je vois que dans ce sondage, les résultats sont très équilibrés entre le oui et le non. Alors, Faisal, c'est ton tour. D'accord, donc je donnerai donc une vision complètement autre donc par rapport à ma région et à mon pays et la situation. Là, on est en train de parler donc de l'influence de la technologie sur la relation de travail. Donc un contexte qui existe un peu partout dans le monde et qui touche plusieurs activités. Alors au jour d'aujourd'hui, donc la pandémie nous met devant une évidence. Effectivement, le télétravail donc a prouvé son efficacité et que tout le monde pouvait travailler de chez lui. Et pour garantir, je vais dire donc la continuité du travail et pour assurer un travail aux travailleurs. Mais il reste que le télétravail est lié directement donc au travail lui-même. Donc si on a, par exemple, je parlerai de l'Algérie, on a une justice qui n'est pas numérique, on n'a pas une justice digitale. Donc, on est contraint d'aller vers les tribunaux. 90% de notre travail est lié directement au tribunal et au contact direct. Donc, qu'est-ce qu'il pourra faire l'assistant de chez lui? Là est la question. Donc, c'est vrai que c'est efficace et faisable pour un certain nombre de choses ou d'activités, mais par rapport à nous, donc, je ne pense pas que le télétravail, néanmoins pour le moment, donc pour la profession d'avocat, en Algérie, il pourra être efficace. On a besoin de nos assistants chez nous au cabinet et on a besoin d'eux donc face aux juridictions, sachant qu'on n'a aucun contact électronique avec les juridictions et les tribunaux. Très bien. Ouais. Merci, Faisal. Mais je peux ajouter un mot, une phrase en disant que le télétravail va intervenir. Ça n'est pas pour les cabinets. Je comprends parfaitement Mario. Hein. Il est extrêmement agréable et même fondamental d'être sur place, ou parfois d'ailleurs de ne pas devoir travailler avec les cris des bambins tout autour, parce qu'il y a des tas de problèmes que le travail au domicile pose. Mais c'est simplement pour dire que le télétravail va influencer l'organisation. Je ne voulais rien dire de plus. Oui, mais en fait, moi, j'ai déjà retrouvé des confrères qui se pose la question s'il faut avoir plusieurs bureaux de passage et réduire les postes de travail fixes. Parce qu'ils pensent qu'il y aura beaucoup de monde qui va travailler plutôt de la maison et qui viendra au bureau 2 jours par semaine ou quelque chose comme ça, quand il aura des réunions avec des clients ou quand il devra rencontrer un confrère pour un travail où il travaille sur un même dossier à plusieurs. Mais bon, on verra bien en tout cas. En tout cas, ce que j'avais dit, c'est le sondage, c'est le seul où il n'y a pas un résultat très clair. Il y a autant de voix qui considèrent qu'effectivement, ça va évoluer dans ce sens que de voix qui pensent que non. Et alors, nous arrivons au dernier sondage et nous sommes déjà au-delà de 5 heures, mais nous allons prendre quelques minutes pour terminer le webinaire. Et la question est, pensez-vous que le Covid entraînera l'apparition de nouveaux secteurs d'activité pour les avocats? Alors, Georges Albert, penses-tu qu'il y aura de nouveaux secteurs d'activité?
Alors, il y a une réponse à court terme et une réponse à long terme. À court terme, ce sont les problèmes spécifiques que le Covid va créer. Si je dois vous énumérer tous les textes qui ont été pris en urgence en Belgique pour régler les problèmes de report de délai, de report des faillites, de suspension des procédures, tout ça va créer, bien entendu, à un moment donné, chaque fois qu'on fait une règle, on crée des problèmes et donc des occasions de plaider. Il va y avoir un contentieux. Il va y avoir alors un contentieux des entreprises en difficulté parce qu'il ne faut pas se cacher que ce qui nous attend n'est pas rose. Vous avez vu le The Economist il y a quelques semaines faisant un exposé sur ce qui se passe quand 90% de l'économie fonctionne et 10 ne fonctionne pas. C'est le désastre absolu, c'est ce qui nous attend pendant un an ou l'autre. Donc, comment cela va-t-il se passer au niveau, je parle du volume d'affaires. Comme toujours en période de crise, les entreprises en crise créent un certain travail pour une catégorie d'avocats. Et pour beaucoup d'autres, il va y avoir des ralentissements d'activité et il va y avoir des difficultés de rentrée, car si vous avez un client insolvable, c'est un problème. Alors pour les secteurs d'activité, ça je suis moins sûr. Je crois que comme toujours, l'évolution des choses fait que la profession doit évoluer en fonction des secteurs et des problèmes juridiques nouveaux qui se posent, le droit de l'informatique, le RGPD en Europe, je prends le droit alimentaire, les aides d'État, enfin voilà des secteurs qui n'existaient pas il y a 20 ans, qui existent et qui existeront. Donc je crois qu'il y aura des tas de nouveaux secteurs et qu'il y a du travail pour les avocats dans le futur, mais ça c'est en fonction de l'évolution générale de la société et de l'économie, dont fait partie une partie de Covid-19. Merci. Merci, Georges Albert. Alors, Gabriel, comme tu es, comme je disais tout à l'heure, un connaisseur du numérique, peut-être que tu vois des nouveaux secteurs qui vont partir maintenant et qui vont donner des activités pour les avocats. Oui, c'est bon. Je ne suis pas un prophète, mais on va faire on va faire l'effort. Oui, je crois qu'il y a raison, notre collègue, quand il dit tous les faillites, je crois que maintenant le thème force majeure ou acte de Dieu, c'est un thème qui est souvent sur la table dans ces 2 mois. Le thème de réorganisation des compagnies, des personnes, le thème de renégociation de dettes, c'est quelque chose qui est courant tous les jours. Par exemple, dans mon cas personnel, ma femme, elle est pédiatre. Elle travaille à l'hôpital. Donc, j'aime, comme Mario, voir mes collègues tous les jours et être avec eux, manger, tout ça. Et ça, c'est quelque chose que c'est le plus important. Mais maintenant, je ne peux pas aller les voir parce que chez moi, c'est un risque, tu vois. c'est pas facile. Mais on utilise bien les nouvelles technologies ici. Le Costa Rica, je crois qu'il y a un thème qu'il faut travailler sur certainement au niveau international. C'est le thème qu'on n'était pas préparé pour avoir les instruments juridiques nationaux et internationaux pour affronter cette pandémie. Je crois que l'Organisation mondiale de santé, les institutions internationales, les assurances, le système comme un tout n'est pas réussi à travailler rapidement sur le thème. Je crois que là, il y a un défi pour les avocats pour faire les règles parce que maintenant, à l'Amérique latine, et je ne dis pas le cas du Costa Rica, mais en Amérique latine, les limitations de liberté, les abus de droits de l'homme et beaucoup de choses qui sont en train de passer à l'Amérique latine et dans des démocraties qu'on croyait qui étaient stables, c'est quelque chose qui fait réfléchir. Et au nom de la pandémie, les États ils sont en train de faire beaucoup de bêtises. Et donc, c'est là où les avocats, nous avons que travailler et faire une réflexion sur le thème. Merci. Effectivement, Gabriel, et ce n'est pas seulement en Amérique latine. Et je pense que dans un certain sens, après la crise sanitaire, nous aurons la crise de l'état de droit et nous devons être vigilants
pour faire attention aux circonstances qui se voient dans tous les coins du monde, quoi. Faisal, crois-tu qu'il y aura de nouveaux secteurs d'activité? Bah, certainement, il y aura du nouveau, mais là, je voudrais juste, toujours, j'essaie d'exposer une idée maghrébine nord-africaine, donc pour pouvoir, donc, l'échange des idées et des situations. Alors là, je dirais donc, effectivement, il y a plein de choses qui se verront naître néanmoins chez nous, mais par contre, ce qui est nouveau pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, donc, il y a certains prérogatives qui sont secteurs d'activité qui sont ouverts aux avocats en Europe qui ne le sont pas forcément chez nous. Alors au jour d'aujourd'hui, à travers ce débat, à travers cet échange et ces espaces-là, donc on essaiera donc d'exporter ces possibilités, ces solutions et ces secteurs d'activité. J'ajouterai juste autre chose, pas relatif au travail en lui-même, mais relatif à la survie de l'avocat. Vu la situation qu'a connue les avocats au jour d'aujourd'hui, on commence à réfléchir à d'autres solutions. Je citerai deux choses. Aujourd'hui, on discute donc pour avoir une certaine assurance, inscrire une assurance qui concerne donc des cas similaires. Et on parle aujourd'hui aussi donc à permettre aux avocats d'avoir d'autres activités qui ne se mettent pas en contradiction avec l'éthique et avec la déontologie pour permettre le survie des avocats donc, dans des situations pareilles. Merci Faisal. Alors, nous avons 79% des assistants qui pensent qu'il y aura effectivement de nouveaux secteurs d'activité. Mario, comment le vois-tu de l'Italie? Qu'en penses-tu? Oui, mais tu sais, quand il y a une crise, il y a toujours un secteur qui se développe. Et ça va arriver même pour notre Covid. Je pense, par exemple, il y avait une réforme de la faillite qui devait être en vigueur au mois d'août de cette année et qui a été retardée pour cette situation. Il y a toute une matière encore à comprendre ce qui va arriver. Il y a le problème de la force majeure vis-à-vis des contrats, etc., etc., etc. Je crois que nous aurons beaucoup de nouveaux problèmes liés à la crise économique qui va frapper nos entreprises, va être très, très dur. Mais en général, je ne pense pas que ça va ouvrir de nouveaux, sinon liés à la situation particulière du Covid. Je voudrais ajouter un dernier mot parce que je pense que nous avons un peu oublié dans notre débat le problème de prison, de prisonniers. Et effectivement, en Italie, l'impact du Covid a été terrible au niveau de prison. Et donc, ça a vraiment ouvert la porte à des nouveaux problèmes de gestion de prisonniers et en général des prisons. Je crois que même sur ce plan, il faudra réfléchir, passer la période plus terrible. Bon, eh bien, nous sommes déjà au-delà de 5 heures, depuis un quart d'heure en fait, c'est 5h15. Je voudrais vous remercier tous les quatre de nous avoir raconté la situation chez vous, d'avoir donné vos opinions dans cette matière qui nous est très, très importante pour tous. Et si vous avez un mot à ajouter, vous avez l'occasion maintenant. Sinon, on va dire au revoir, remercier à nouveau Colette pour son assistance et les assistants pour être restés avec nous jusqu'à la fin. Merci.
Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci à tous. Ciao, Urquiola. Merci. Bonne au nuit. revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir. Ciao à tout le monde.